d'habitude, on va commencer par le premier point qui n'est pas à l'ordre du jour, c'est celui de désigner notre secrétaire ou notre secrétaire de séance. Donc, on ne déroge pas, il est arrivé, il a joué un peu la montre, et voilà. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord pour que François tienne ce rôle qui lui est dévolu depuis maintenant plus de 4 ans? Donc, tout le monde est d'accord? Oui, parfait. Félicitations. Deuxième point, avant d'attaquer l'ordre du jour, c'est l'approbation du procès-verbal de notre dernière réunion. Est-ce que vous avez des remarques sur le procès-verbal qui était joint à la convocation, des demandes de modification? Non. Donc, si tout le monde est d'accord, je vous propose que l'on adopte ce procès-verbal qui est pour, qui s'abstient, qui est contre. Toi, tu n'y étais pas, donc c'est du mal là-dessus. Voilà, tu t'abstiens parce que tu ne sais pas de quoi on a parlé. Mais tu pouvais nous regarder à la télé et j'en profite pour saluer ceux qui nous font la gentillesse de nous suivre. Donc, premier point à l'ordre du jour, c'est le remplacement d'une conseillère municipale démissionnaire et l'installation d'un nouveau conseiller municipal, Bertrand Jolin. Donc, vous savez tous que Caroline Combe avait démissionné. Dans l'ordre de la liste, c'est Mathilde Longueville qui devait monter, qui, pour des raisons personnelles, je vous avais lu son courrier lors de la dernière séance, ne peut accepter ce point. Donc, on propose que le suivant, qui est Bertrand, se joigne à notre équipe. Et je crois que c'est une demande indépendamment de la loi collective. Donc Bertrand, acceptes-tu cette lourde mission? Pour l'instant, oui. Bravo, merci à toi. Et donc je vous propose qu'on installe le Bertrand, qui nous suit dans nos travaux depuis le début et que l'on accueille avec une grande joie. Merci à toi d'accepter cette mission pour la fin de notre mandat. Donc, je ne sais pas si on doit voter ça, monsieur le DGS. Non, mais ça s'impose à nous, donc c'est prendre acte que Bertrand nous rejoint. Voilà une bonne chose de faite pour débuter cette séance. Deuxième point, c'est Martine sur les décisions modificatives du budget principal 2024. Voilà, donc plusieurs délibérations qui vont suivre puisque nous sommes vers la fin de l'année. Donc tout d'abord, on vous a envoyé une décision modificative du budget principal pour la section investissement. Bon, vous l'avez vu, c'est des transferts de crédits de compte à compte entre immobilisation corporelle et terrain, on va dire. Pour la section de fonctionnement également, vous avez des transferts de compte à compte qu'on vous a envoyés, donc diverses diminutions de crédit et principalement d'augmentation. Le chapitre intérêt couru non échu, c'est une adaptation donc au montant de l'année empruntée et une régularisation complémentaire en provision dont on va parler d'ailleurs tout à l'heure comme il se doit de le faire donc chaque année. Avez-vous des questions sur l'ensemble des chiffres de ces deux décisions modificatives, section investissement et fonctionnement? Non. Donc je vais vous demander qui l'approuve. Pas d'abstention, pas de vote contre, merci. Merci. Je continue puisque comme nous sommes en fin d'année, nous devons prévoir les autorisations d'ouverture de crédit d'investissement sur l'exercice 2025 afin de pouvoir donc procéder à des dépenses début 2025 avant les votes des budgets, bien entendu. On vous l'a envoyé et comme la loi le précise, on ouvre des crédits pour les chapitres d'investissement à hauteur de 25% des montants votés pour 2024. Donc pour un total concernant l'ensemble des chapitres de 2 858 737 €. Voilà, comme il se doit pour qu'on puisse continuer à engager des dépenses avant le vote du budget. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote. Alors, qui est pour? Merci. Bon, nous, on pourra démarrer l'année sans problème. Et je pense qu'on aura moins de difficultés pour voter notre budget, même si la discussion n'arrivera qu'en février et mars pour une approbation au mois d'avril.
Donc, alors, il s'agissait donc de l'ouverture de crédit pour le budget principal. Maintenant, on a une autre délibération, mais cette fois-ci pour le budget annexe du centre municipal de santé. Et il s'agit également d'ouvrir en investissement un quart du budget investissement voté pour 2024, soit donc une somme de 5 500 €. Je suppose que là aussi, vous nous donnez l'accord qui est pour. Merci. Alors, merci à toi, Martine, mais tu auras l'occasion de reprendre la parole un peu plus tard. Donc, nous en sommes à la modification du programme de l'église Notre-Dame-des-Grâces. François. Merci. Un programme de restauration de l'église avait été élaboré au cours de l'année 2023 et une délibération en date du 14 décembre 2023 avait arrêté le programme de l'opération. Par la suite, un maître d'œuvre a été désigné avec une mission diagnostique. Le diagnostic a permis d'affiner plusieurs points techniques, à savoir les toitures en tuiles qui sont fortement affectées par les mousses qui se sont infiltrées sur les parties poreuses de celles-ci. De plus, les tuiles de couvert n'étant pas crochetées, les pluies, le vent et les volailles ont engendré des phénomènes d'infiltration plus importants que prévu. La zinguerie nécessite un remplacement global des ouvrages. La charpente avait des désordres supplémentaires comme des affaissements d'appui, des dégradations dues aux infiltrations ainsi que l'absence d'étanchéité des lucarnons. Les cloches de la solidité des attaches restent à vérifier. Il est rappelé la présence d'amiante et de plomb en certains endroits. Pour rappel, un réaménagement intérieur a eu lieu dans les années 1980, mais la toiture n'avait pas été traitée. Au cours de cette année, de nouveaux désordres dus aux infiltrations sont apparus, tels que la chute d'éléments de la rosace en façade et l'effondrement d'une partie de la voûte de la chapelle. Cet édifice est utilisé par la paroisse pour les offices religieux, mais également par des associations pour des manifestations culturelles, concerts d'orgue notamment, qui rayonnent sur tout le bassin de vie. Aussi, dans un souci de préservation du patrimoine local, la commune souhaite modifier le programme initial de restauration de l'église Notre-Dame-des-Grâces. Une autorisation d'urbanisme a été délivrée pour cette opération. Le nouveau plan de financement de cette opération serait le suivant. Donc en dépenses, en prestations intellectuelles, on aurait 150 000 €. En travaux, 950 000 €, ce qui fait un total hors taxe de 1 100 000 €. Et en recettes, nous aurions une subvention de l'État DETR 300 000 €, CD 31 contrat de territoire 174 133 041 €, CD 31 contrat de territoire demande complémentaire 111 000 €, et la ville de Revel qui aurait 514 866,59 €, ce qui fait aussi un total de 1 100 000 €. Le montant TTC de cette opération est estimé à 1 320 000 €. Cette église n'étant pas classée, l'opération ne bénéficiera pas d'aide de la Direction régionale des affaires culturelles d'IDRAC. Si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose d'approuver le programme modifié et le nouveau plan de financement de l'opération de restauration de l'église Notre-Dame-des-Grâces pour un montant total de 1 100 000 € hors taxe, de solliciter auprès de l'État une subvention d'investissement au taux maximum, de solliciter auprès du Conseil départemental de la Haute-Garonne une subvention complémentaire au taux maximum. Y a-t-il des questions ? Je ne sais pas si vous avez pris le temps de lire le dossier qui était annexé, qui est très intéressant, en particulier sur l'historique de notre église et le nombre de fois où on l'a rénové, rebâti, refait, qui a pris 2 fois la foudre juste après-guerre, etc. Donc c'est un document très intéressant sur cette partie historique et très édifiant sur les désordres qu'il nous faut réparer. Voilà. Donc ceux qui ne l'auraient pas lu, je vous invite à le lire avec attention, c'est très instructif. Pas de questions? Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Robert, une abstention, Robert. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Si, c'est pour ça que il est dans mon... Je vois en vert, tu peux ne pas le voir. Très donc bien. Voilà. Merci. Donc c'est un gros budget, très gros budget, sur lequel il est difficile d'échapper. Martine, qui reprend la parole.
Voilà, donc pour revoir les autorisations de programme et de crédit qui concernent les aménagements pluriannuels, certains donc on les a déjà vus, on va les revoir pour certains montants. Voilà, donc ça nous permet d'ouvrir des crédits de paiement pour des dossiers qui s'étalent sur plusieurs années et ensuite de prévoir à chaque budget de chaque année les montants qui sont affectés. Donc nous avons sous cette forme la réhabilitation de la halle et du beffroi. Donc le montant est révisé à 2 665 900 €, soit 65 900 € de plus que le précédent crédit approuvé. Vous avez les montants donc, qui s'étalent principalement sur 2024 et 2025 pour une fin en 2026 bien sûr prévue. Nous avons également le réaménagement du Tour de Ville et des allées Charles de Gaulle. Donc c'est une révision aussi pour un montant de 6 570 000 €. Bien sûr, les parts principales seront plutôt en 2026 et au-delà. Il y a juste une part de 60 000 € en 2024 qui a été prévue et 278 500 € en 2025. Voilà, c'est un début de ce dossier. Nous avons le réaménagement du square Gabol et de ses abords, le montant donc n'a pas varié, 1 050 000 €. Et là, donc, ça se termine en 2024 puisque c'est même terminé. Le chantier est terminé. Nous avons comme crédit nouveau le réaménagement et rénovation énergétique de l'école maternelle Roger Sudre, voté sous cette forme. Donc le coût de l'opération est estimé à 2 650 000 €, également pour des parts importantes en 2026 et une fin en 2027. Nouveau crédit de paiement, on vient d'en parler, donc c'est la restauration de l'église Notre-Dame pour un montant de 1 320 000 €, donc qui se terminerait en 2026 et les montants principaux seraient en 2025 et 2026. Voilà, donc au total, la somme des crédits de paiement pour 2024 s'est élevée à 1 944 406 €. Voilà, donc c'est une souplesse de vote de budget, on va dire, par ce biais-là. Ça permet surtout de planifier les dépenses, de les étaler dans le temps pour les gros chantiers qui ne sont pas réalisables à une seule année et qui permet de lisser tant les travaux que la charge afférente à ces travaux. Pas de questions? Qui est pour? Merci. Pas d'abstention, pas d'opposition. Merci. Toujours toi, Martine, oui, sur les provisions. Sur le point tout d'abord de la provision pour le compte épargne-temps, puisqu'elle doit être recalculée chaque année. Donc c'est la possibilité pour des salariés de mettre des congés, on va dire, ou des absences en compte épargne-temps. Et le calcul est fait en fin d'année pour savoir ce qu'on devrait si ce compte épargne-temps était capitalisé en fait. Et donc le calcul pour 2023 était à 38 500 € sur donc ce compte-là et il a été recalculé à 38 100 €. Donc il y aura une baisse de la provision de 400 € qu'on vous demande d'acter. Donc est-ce qu'il y a des questions? Non, qui est pour? Ouais, on n'a pas trop de choix de ne pas le prendre non plus. Merci. Alors également dans le chapitre des provisions, on vous a présenté l'actualisation des provisions pour litiges et contentieux. Globalement, donc, il y a un contentieux à responsabilité donc, qui est annulé avec une reprise de 45 000 €. Et par ailleurs, on dote des provisions à hauteur de 102 720 € qui sont pour des divers contentieux, soit pour marché de plein vent, soit pour marché public, soit pour contentieux administratif ou urbanisme, un petit contentieux. Voilà, globalement... Et un contentieux en ressources humaines aussi. Ressources humaines, oui. Oui, j'avais dit administratif, mais c'est ressources humaines. Voilà, donc là aussi, on nous oblige à doter des provisions. Ce n'est pas des dépenses, bien entendu, mais c'est de la prudence pour mettre en réserve éventuelle, pour faire face éventuellement au paiement, mais il ne s'agit, pour l'instant, les dossiers sont en cours. Est-ce que vous avez des questions? Qui est pour? Merci. Pas d'abstention, pas de vote contre? Merci. Donc c'est Marielle, pour tout ce qui concerne les ressources humaines. Donc instauration de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement, ISFE, filière de la police municipale.
À la suite du décret numéro 2024-614 du 26 juin 2024 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires relevant des cadres d'emploi de la police municipale et du cadre d'emploi des gardes champêtres, les organes délibérants des collectivités territoriales peuvent maintenant instituer l'IFCE. Elle remplace les deux indemnités existantes, l'indemnité spéciale de fonction pour les catégories A, B et C, et l'indemnité d'administration et de technicité pour la seule catégorie C. Les 3 cadres d'emploi de la police municipale qui peuvent bénéficier de l'IFCE sont ceux des directeurs, catégorie A, et des chefs de service, catégorie B, et des agents de police municipale, catégorie C. L'IFCE est composée d'une part fixe liée à l'appartenance à un cadre d'emploi. Elle est versée mensuellement. D'une part variable en fonction de la manière de servir et de l'engagement professionnel. Elle peut être versée mensuellement dans la limite de 50% du plafond défini par l'organe délibérant et peut être complétée d'un versement annuel sans que la somme des versements dépasse ce même plafond. Il est proposé de fixer l'IFCE aux agents qui remplissent les conditions réglementaires selon le barème suivant. Pour les cadres d'emploi agents de police municipale, la part fixe 30%, part variable 5 000. Chef de service de police municipale, part fixe 32%, part variable 7 000. Pour la part fixe, le pourcentage individuel pourra être modulé en tenant compte des fonctions et des responsabilités. Concernant la part variable, elle sera versée sur la base des critères suivants: compétences professionnelles, compétences relationnelles, compétences d'encadrement. Dans tous les cas, l'attribution de l'IFCE fera l'objet d'un arrêté individuel de l'autorité territoriale. Concernant les indisponibilités physiques et conformément au décret numéro 2010-997 du 26 août 2010, le régime indemnitaire sera maintenu dans les mêmes conditions que le traitement durant les congés suivants: les congés de maladie ordinaire, traitement maintenu pendant les 3 premiers mois, puis réduit de moitié pour les 9 mois suivants. Congé annuel, plein traitement. Congé pour accident de service ou maladie professionnelle, plein traitement. Congé de maternité, de paternité et d'adoption, plein traitement. Et le temps partiel thérapeutique. Le régime indemnitaire sera suspendu en cas de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie. Le régime indemnitaire sera également suspendu en cas de période préparatoire ou reclassement. L'IFCE est exclusive de toute autre prime et indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir, à l'exception de l'indemnité horaire pour travail supplémentaire et heures complémentaires, l'indemnité horaire pour travail normal de nuit, l'indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés, et enfin l'indemnité d'astreinte d'intervention. Elle est également cumulable avec le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour les agents éligibles. Le comité social territorial a été saisi et a rendu un avis favorable en date du 5 décembre 2024. Si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose d'instaurer l'IFCE pour les agents relevant des cadres d'emploi des chefs de service et des agents de police municipale, de fixer la part fixe au taux maximum, de fixer la part variable au taux maximum, avec la possibilité d'un versement mensuel dans la limite de 50% de ce même montant. D'approuver les critères d'évaluation étant entendu que l'autorité territoriale aura la charge d'attribuer les montants par arrêté individuel et de fixer l'entrée en vigueur de l'IFCE à compter du 1er janvier 2025. Nous avons enfin un cadre réglementaire légal grâce à ce décret. Ouais. Donc, qui est contre? Attends, peut-être juste une précision, il y a peut-être des questions. Ah, pardon, une précision, c'est pas parce qu'on vote des montants maximum qu'on va attribuer des montants maximum, en particulier sur les parts variables. C'est-à-dire que les parts variables seront du même niveau que l'ensemble des autres agents. Voilà. Des questions? Oui, moi j'avais... ça fonctionne là, oui. Oui. J'avais juste une question. L'IFSE remplace deux indemnités existantes. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux, savoir si les agents sont perdants ou gagnants? Enfin, non, les agents sont gagnants. Ils sont gagnants, dans des proportions qui sont
correcte. Et justement, on a vérifié que l'application de ce régime ne leur faisait pas gagner moins d'argent. Donc, ils auront une légère augmentation. Enfin, une augmentation, voilà, qui est relative par rapport à ça. Mais je précise aussi, donc ça, c'est pour la partie fixe. Et pour la partie variable, ils sont alignés sur le même montant que les autres agents. Voilà. Jusqu'à présent, on n'avait pas ce cadre-là. Donc, du coup, on est content d'avoir un cadre. Merci. Un cadre et ils ne sont pas perdants. Oui, on voilà. peut te rassurer. Oui. Et pour votre info, j'ai reçu l'ensemble de l'équipe hier ou avant-hier, je ne sais plus, voilà, avant-hier pour leur exposé. Donc, et il remercie, si tant est qu'on vote ces éléments-là, du moins qu'on les proposé à votre vote. Voilà. D'autres questions ou remarques? On passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Et merci pour eux. Merci pour eux. Donc, je continue avec l'indemnité forfaitaire lors de fonctions essentiellement itinérantes des agents communaux pour 2024. La réglementation, notamment le décret numéro 2001-654 du 19 juillet 2001, prévoit l'indemnisation des frais de déplacement des agents missionnés pour se rendre à l'extérieur de leur résidence administrative. Sont exclus de ce dispositif les frais occasionnés pour des déplacements à l'intérieur du territoire municipal. Concernant les agents occupant des fonctions itinérantes et utilisant leur véhicule personnel, la collectivité a la possibilité d'instaurer une indemnité forfaitaire dont le montant maximum est défini par arrêté ministériel. À titre indicatif, le montant maximum annuel de cette indemnité est actuellement de 615 € par agent. Cette indemnité a été instaurée par le conseil municipal en 2021, puis reconduite en 2022 et 2023. Pour mettre en œuvre cette indemnité, il revient au conseil municipal de déterminer les fonctions essentiellement itinérantes à l'intérieur d'une commune, au titre desquelles peut être allouée une indemnité forfaitaire. Les fonctions éligibles doivent être caractérisées par des déplacements fréquents, voire quotidiens, à l'intérieur de la commune dès lors que l'agent ne peut pas disposer d'un véhicule de service. Une mise à jour est effectuée chaque année afin de déterminer la liste des fonctions concernées. Pour 2024, la liste des fonctions proposées est la suivante, sachant que seuls les agents concernés par des déplacements percevront l'indemnité. Donc, je vous fais grâce de la liste. Le montant de l'indemnité serait calculé au regard du nombre de sites sur lesquels doit se rendre l'agent, mais également au regard du lieu où ils sont situés, Revel centre ou Revel périurbain. Donc vous avez la grille des tarifs, que je ne vous redis pas non plus. Le montant de l'indemnité serait modulé à proportion de la durée de présence de l'agent dans l'année au titre de laquelle elle est versée si l'agent a été recruté en cours de l'année, radié des cadres ou des effectifs en cours de l'année ou bien placé dans une position administrative autre que la position d'activité pendant une partie de l'année. En outre, elle serait versée au prorata du temps de travail de l'agent. Les agents stagiaires titulaires et ou non titulaires disposant d'un contrat initial de plus de 6 mois seraient concernés par ce dispositif. Le comité social territorial a été saisi et a rendu également un avis favorable en date du 5 décembre 2024. Si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose donc de reconduire l'indemnité forfaitaire pour l'année 2024, d'approuver les montants 2024, d'approuver les modalités d'application et de verser l'indemnité aux agents exerçant les fonctions itinérantes exposées. Le montant est estimé à 2 500 € et les crédits sont prévus au budget 2024. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, en fait, c'est pour couvrir les frais de déplacement pour le service et les besoins de service. Enfin, je prends un exemple du personnel d'entretien qui passe d'une école à l'autre le matin et l'après-midi, prend son véhicule personnel et on lui rembourse les frais qu'on a estimés de façon forfaitaire pour éviter d'être trop lourd en termes administratifs. Donc voilà, c'est ça l'objet et l'illustration de cette délibération. Oui, c'est assez peu. C'est très peu. C'est peu. Mais les déplacements sont à l'intérieur de la commune. Donc, c'est-à-dire la personne qui fait le ménage à l'hôtel de ville le matin à partir de 7 h, qui prépare ensuite à l'école Roger Sudre. Enfin, il y a 1 kilomètre. Donc, ça nous paraît logique d'indemniser la personne qui prend son véhicule. Mais voilà, c'est des petits déplacements et on les forfaitise pour toute l'année pour alléger et qu'on n'ait pas une note de frais pour 500 mètres ou 600 mètres.
Pareil pour les animateurs, par exemple, quand ils vont d'une école à l'espace jeune, c'est le même genre d'indemnisation. Voilà. Donc c'est pour ça que ce sont de petits montants. Ouais. Et ce qu'on a aussi décidé, c'est que si la personne prend son vélo ou va à pied, elle bénéficie de la même indemnisation et on ne va pas les pointer si elle a effectivement pris son véhicule ou si elle a marché à pied. Au contraire, c'est une incitation à ceux qui veulent marcher à pied et ils ne sont pas pénalisés s'ils vont à pied ou en vélo. D'autres questions? Donc on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Toujours toi, Marielle. Donc là, il s'agit de recrutement et rémunération des agents chargés du recensement de la population pour cette année 2025. Comme vous le savez, en partenariat avec les services de l'INSEE, les opérations de recensement de la population se dérouleront au cours du premier trimestre 2025. Il s'agit d'une opération importante pour la commune, car de sa qualité dépend le calcul de la population légale, qui permet en particulier de déterminer la participation de l'État au budget communal. C'est aussi un outil essentiel pour les résultats statistiques concernant les caractéristiques des habitants et des logements. La commune sera divisée en 25 secteurs. Un agent recenseur recruté par la commune sera affecté à chacun des secteurs. Un agent titulaire de la commune assurera les fonctions de coordonnateur communal, assisté d'un agent contractuel qui effectuera la saisie des données recueillies auprès de la population. Afin de mener à bien cette opération, 30 postes d'agents recenseurs vacataires maximum pour le premier trimestre 2025 seraient recrutés. La rémunération s'effectuerait sur les bases suivantes. Une rémunération forfaitaire de 400 €, par formulaire feuille de logement 4 € et par demi-journée de formation 35 €. Par ailleurs, une prime complémentaire serait attribuée en fonction de la configuration des secteurs et des missions, d'un montant de 50 € brut pour les agents recenseurs en charge des 2 districts concernés par l'enquête famille, 90 € brut correspondant aux frais de carburant pour les agents recenseurs en charge des districts 75, 58, 81 et 69, 120 € brut correspondant aux frais de carburant pour les agents recenseurs en charge des districts 56, 76, 086, 720 et 0721. Je vous propose d'approuver le recrutement de 30 agents recenseurs vacataires maximum, étant entendu que Monsieur le maire sera amené à constater les besoins précis et à signer les arrêtés à intervenir. D'approuver les modalités de rémunération. La dotation forfaitaire versée par l'État est estimée à 18 000 €. Pour la commune, les seuls frais de personnel s'élèveront à 50 000 € environ. Les crédits nécessaires et la dotation de l'État seront inscrits au budget 2025 de la commune. Est-ce que vous avez des questions? Pardon? C'est un peu comme pour les élections. C'est comme pour les élections. Si tu veux, on est loin d'être couvert des frais qu'on avance. Et là, cette opération va nous coûter sur le budget entre 30 et 40 000 €, indépendamment de l'immobilisation des salles, des salaires de l'agent encadrant, qui est Sébastien Vidal, pour appeler les gens par leur nom. Donc voilà. Mais on n'a pas le choix de faire ou pas faire. Et voilà. D'autres questions? Espérons que si nous augmentons le nombre de revélois, ça ne vienne pas rabasser les subventions que l'on peut obtenir. Alors certaines villes ont des impacts très importants. Nous, comme on était déjà en population DGF au-delà de 10 000, l'impact est beaucoup moindre et sera moindre que certaines villes, en particulier dans le Tarn, qui ont pratiquement 1 million € d'impact de fait de passer le cap des 10 000. Donc voilà. Mais comme on y est déjà depuis quelques années en population DGF, on a passé ce cap-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être une précision sur le numéro des districts, parce que vous avez vu que c'était... Oui, parce que j'ai vu que certains... Voilà, vous n'osez peut-être pas poser la question. En fait, c'est l'INSEE qui donne des numéros, et ce n'est pas de 1 à 25, comme on a pu le dire. Là, comme nous le dit le DGS, on n'a pas la même. Voilà, on a 25 districts, mais on a un numéro 720, quoi. Donc tout va bien. C'est partie des logiques. Voilà. D'autres...
On passe au vote? Oui. C'est bon? Donc, qui s'abstient? C'est gentil. Ouais. Qui est contre? Ouais. Allez. Merci. C'est toujours le problème des compétences régaliennes qu'on exerce à la place de l'État. Eh oui. Et voilà, une de plus. Une de plus, oui. Alors, maintenant, on passe à modification d'un poste et du tableau des effectifs titulaires. Vous avez l'habitude de ce style de délibération. Conformément aux possibilités offertes par le statut de la fonction publique territoriale, il est proposé au conseil municipal de modifier la quotité d'un poste de médecin hors classe à temps non complet et de le porter à 23 heures hebdomadaires contre 20 actuellement. Enfin, il est proposé de procéder à la fermeture des postes suivants qui ne sont pas pourvus pour cause d'avancement de grade ou de recrutement sur un autre grade au cours de l'année. Vous avez la liste et je ne vais pas la redonner. Si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose de modifier la quotité du poste précité, d'autoriser la fermeture des postes et d'approuver le tableau des effectifs titulaires modifié. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune. Donc je reprécise que tous ces postes que nous fermons, c'est simplement parce qu'ils avaient été ouverts pour avoir une amplitude. Ce ne sont pas des postes humains que l'on supprime. Je pense que c'est bien de le repréciser à chaque fois. Vous avez en tête que chaque fois qu'on lance un recrutement, on ouvre 2 ou 3 fois le poste en fonction des grades, etc., pour être sûr qu'on va pouvoir pourvoir le poste. C'est dur à dire ça. Grade, catégorie. Donc après, on les ouvre et comme tous les ans à la même époque, on les referme et on réouvrira s'il y a besoin de faire des recrutements. Voilà. D'autres questions? Non. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et j'en termine avec la modification mise à jour du tableau des effectifs non titulaires cette fois. C'est la même chose. Donc, conformément aux possibilités offertes par le statut de la fonction publique territoriale, il est proposé au conseil municipal de supprimer les postes non titulaires suivants, dont vous avez la liste. Et si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose d'approuver la fermeture de ces postes, d'approuver le tableau des effectifs non titulaires modifié. Pas plus de précision, c'est la même chose, mais pour les non titulaires. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Martine va nous parler d'assurance, il y avait longtemps. Oui, tout à fait. Donc, cette fois-ci de protection juridique de la ville et protection fonctionnelle des agents et des élus. Ce risque-là avait été assuré par un marché public donc, sur 5 ans qui a démarré le 1er janvier 2021 donc jusqu'au 31 décembre 2025. Le courtier nous a fait savoir dans l'année que notre sinistralité était importante, rapport sinistre-prime de 204%. Ça lui donnait la possibilité, selon le Code des assurances, de résilier le contrat en cours des 5 ans. Il a proposé donc toutefois de nous maintenir avec cette assurance et des protections, avec une augmentation sur la durée du marché, donc sur les 5 ans de 2013 €. Donc le marché initial, 11 231 € passera à 13 244 € hors taxe, plus-value, donc 2013 €, 18%. Donc, bien sûr, cette augmentation aura lieu sur 2025 si vous l'approuvez. La commission d'appel d'offres a rendu un avis favorable parce qu'en fin d'année, très difficile de trouver un assureur pour ce risque-là. Donc voilà, augmentation de 2013 € pour la dernière année de couverture sur cette protection dont on a absolument besoin pour la protection juridique de, agents, élus et villes. Est-ce que vous avez des questions, même si on n'a pas trop le choix là non plus? Moi, juste une question, c'est le même courtier qui fait l'assurance flotte? Alors, non, c'est pas le même courtier. Là, c'est la SMAC. Mais la SMAC, je ne vous le refais pas, mais vous avez tous en tête qu'elle était proche de la faillite, qu'elle a été rachetée par la Maïf, et que là, il y a un rapport sinistre à prime qui est défavorable, mais même si le rapport sinistre à prime n'est pas défavorable, on prend des augmentations quoi qu'il arrive. Donc, on a un peu perdu la notion de sinistre à prime. Bon, voilà. C'est la compagnie MALJ. Ouais. Voilà. Mais donc, voilà, c'est assez classique de leur part d'augmenter même en cours de marché. Ouais.
Et le code des assurances le leur autorise, donc pas trop de Et il peut solutions. même le couper en cours de marché. Ouais. Donc, qui est pour, même si on a peu de choix, qui est contre, qui s'abstient. Alors, juste 2 mots, parce que je vais en profiter, on parle d'assurance. Vous savez qu'on essaie d'assurer nos engins et véhicules terrestres. Donc, puisqu'on avait eu un appel d'offres infructueux, on avance maintenant de gré à gré, je ne sais pas si c'est le bon terme, monsieur le DGS, mais on essaie de faire comme ça, sur lequel on est en passe de recevoir une proposition d'un assureur local. Donc, on sera assuré d'ici la fin de l'année, à voir comment on avance et on vous tiendra informé là-dessus, mais moins d'inquiétude sur le fait qu'on soit assuré et que nos véhicules soient assurés surtout d'ici l'année prochaine, le début d'année prochaine. Voilà, juste pour info, j'en profite à ce stade-là. Point suivant, c'est Michel. Création d'une commission d'appel d'offres pour l'opération de réaménagement du Tour de Ville et des allées Charles de Gaulle. Par délibération du 9 novembre 2023, la commune a approuvé le programme de réaménagement du Tour de Ville et des allées Charles de Gaulle. L'objectif était de promouvoir une ville verte, durable, plus accueillante, en privilégiant les modes de déplacement doux et en mettant l'accent sur les marqueurs de son identité. Il s'agit d'un projet qui porte une vision prospective et structurante du centre-ville et des connexions avec les quartiers périurbains à long terme. C'est la raison pour laquelle il est envisagé de lancer une procédure de concours restreint afin de désigner une équipe pluridisciplinaire de maîtrise d'œuvre sur l'ensemble du Tour de Ville et des allées. Il apparaît nécessaire de constituer une commission d'appel d'offres spécifique à cette opération, dont la composition est fixée par l'article L 1411.5 du Code général des collectivités locales. Pour la commune, elle se compose du maire ou de son représentant et de 5 membres du conseil municipal élus au sein de la représentation proportionnelle au plus fort reste, soit 4 membres de la liste majoritaire et un membre de la liste minoritaire. Il est procédé selon les mêmes modalités à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. L'élection des membres titulaires et suppléants a lieu sur la même liste sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges titulaires ou de suppléants à pourvoir. Cette commission se réunira sous la forme d'un jury de concours composé des membres de la commission et de personnes qualifiées avec voix délibérative. L'article R 2162-22 du Code de la commande publique stipule que le jury est composé de personnes indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente. Les membres du jury doivent être indépendants des participants au concours. Conformément aux dispositions du Code de la commande publique, le jury donnera un avis d'une part sur la liste des candidats admis à présenter une offre et d'autre part sur le lauréat du concours avec lequel le maître d'ouvrage négociera. L'élection des membres se déroule au scrutin secret, sauf si l'Assemblée générale décide à l'unanimité de voter à main levée. Donc je vous présente la liste de la majorité. Alors attends, d'abord on va poser la question, est-ce que vous êtes tous d'accord pour qu'on vote à main levée ou est-ce que certains, s'il n'y a pas unanimité, on fera les scrutins de liste? Est-ce que ça vous pose problème si on vote à main levée pour cette liste-là ou pas? Donc est-ce que vous êtes tous d'accord pour qu'on procède à l'élection de cette liste, des candidats de cette liste, de façon à main levée, pour se gagner un peu de temps et de dépouillement surtout par rapport à ça? Donc, est-ce que sur le fait de voter à l'unanimité, vous êtes d'accord? À main levée, pardon, vous êtes d'accord. Donc, qui est pour? Donc, on a l'unanimité. Je vous en remercie. On pourra procéder donc à main levée. Je te redonne la parole, Michel. Donc, la liste de la majorité est composée comme titulaire Martine Maréchal, Marielle Garonzi, Alain Maniel-Lambert et Thierry Fred. Comme suppléant, Catherine Février, Annie Votte, Olivier Picard et Alain Sartori. La liste de l'opposition est composée comme titulaire de Robert Clairon. Robert, tu... Non, je dis oui, c'est toi, tout seul. Bon, tu n'as pas de suppléant. Donc je vous propose, ça on l'a fait déjà, de voter, on vote bien un bulletin à main levée, de voter ce bulletin. Donc qui c'est qui est pour cette liste?
ces listes. Eh bien, parfait. Je pense qu'il y a l'unanimité. Merci. Est-ce qu'il y a des abstentions sur cette liste? Des votes contre? Non. Bon, et moi, je tiens à remercier Robert parce qu'il assiste de façon très assidue à toutes les commissions en tant que membre de la liste dite minoritaire. Donc je tenais publiquement à vous remercier, Robert, de votre assiduité, parce que nous, on se relaie, entre guillemets, on est dans de nombreuses commissions, mais vous êtes tout seul à assumer ce rôle-là. Donc très sincèrement, merci de votre participation active à toutes les commissions. Non. Oui, non, mais voilà, c'est à souligner aussi. J'avais pas tout à fait terminé, mais je vous propose également de désigner comme personnalité compétente un représentant du CAUE 31, un architecte conseil de la DDT et un paysagiste conseil de la DDT. Donc, en plus du jury, il faut qu'il y ait des personnes compétentes qui assistent à ce jury. Voilà. Bon, vous êtes tous d'accord, je suppose. Bon. Oui, bien sûr. On prend le micro parce qu'après on a du mal à t'entendre. C'est juste dans les délais. En fait, ce jury, il va se rassembler quand? Parce qu'il faut d'abord que les architectes y réfléchissent et qu'ils proposent quelque chose. Est-ce que ça réfléchit un architecte? Non, mais ça veut dire ça va être quand? Courant 2025, 2026? Oui, courant 2025. Oui, courant 2025. Je vais te répondre. Oui. Donc disons que le. Tu vas l'avoir après. On va voir la question suivante qui va déjà préciser beaucoup d'éléments là-dessus. Et après, je pourrai répondre à d'autres questions si tu en as. Donc je continue avec le réménagement. Donc là, on fait la commission pour statuer dans le jury. Voilà. C'est ça le point. Et Michel va maintenant, en prenant le point suivant, te répondre, j'espère, à tes questions. Donc maintenant, on a le jury. Maintenant, on va lancer un concours. On va faire la procédure pour lancer ce concours, justement, pour choisir les maîtres d'œuvre qui seront proposés. Donc voilà, alors, par délibération du 9 novembre, donc, la commune a approuvé ce programme de réaménagement, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Il fait suite à une réflexion qui a débuté lorsque la commune a été retenue dans le programme Action Cœur de Ville, et en particulier à l'axe 4, à savoir aménager durablement l'espace urbain et mettre en valeur le patrimoine architectural et paysager. Et donc c'est bien grâce à notre Action Cœur de Ville qu'on a été retenu, qui nous a permis de lancer cette étude. Cette requalification répond à plusieurs enjeux, avec notamment poursuivre l'amélioration du cadre de vie en centre-ville, redonner une cohérence globale, une esthétique urbaine, une lisibilité autour de ville en permettant des agrafes avec les quartiers périurbains, de favoriser les circulations en mode doux pour des mobilités plus équilibrées et apaisées, de désimperméabiliser et végétaliser l'espace public et permettre une meilleure attractivité commerciale. Les agrafes, c'est entre les allées Charles de Gaulle et justement le boulevard et tous les aménagements qui existeront en face, où c'est qu'il y a les parkings actuellement, et également du côté de la place de la Mission. Oui, et aussi avec le futur hôpital, avec le Square Gabold. Enfin, il y a différents lieux qui nous permettent, puisqu'en fait le tour de ville est assez clivant et coupant. Donc comment on arrive à relier l'intérieur de la Bastide avec l'extérieur, ça fait partie des éléments que devront développer les fameux porteurs de projets, architectes ou pas, hein, c'est pas forcément que des archis qui vont travailler là-dessus, et c'est ça que le jury devra évaluer avant d'attribuer les marchés. Donc je continue avec plusieurs études ont été réalisées pour aboutir à un programme ambitieux avec l'accompagnement de la DDT. Afin d'être accompagnée sur ce projet, la commune s'est adjoint les compétences d'une assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est le cabinet SCE. Cette réflexion matérialisée sur le plan guide d'ensemble, vous avez là, permettra d'une part de garantir la cohérence des actions et également de porter une attention particulière à la qualité des différents espaces publics et de les inscrire dans l'identité de la ville. Considérant ces éléments, il a été choisi de lancer une procédure de concours restreint pour désigner une équipe pluridisciplinaire de maîtrise d'œuvre. Le jury qui sera constitué, qu'on a constitué précédemment, donnera un avis sur la liste des candidats admis à présenter une offre, ainsi que sur le lauréat, puisqu'il y aura trois candidats qui pourront... Il y aura des candidats, il y en aura 3 qui pourront faire le concours. Donc un concours, ça demande de présenter un projet, il y aura des conditions qui vont être fixées pour présenter ce projet, qui permettront au jury justement d'avoir un avis sur le futur tour de ville. La procédure, donc un avis d'appel public à la concurrence sera lancé par la commune afin de retenir 3 équipes pluridisciplinaires qui remettront une esquisse sur la base du programme. Les principales étapes seront les suivantes. Examen des candidatures par le jury
qui formulera un avis motivé sur celle-ci. 3 participants au concours seront sélectionnés sur la base des critères indiqués dans l'avis d'appel public. Examen par le jury de manière anonyme du projet des 3 candidats admis à concourir. Classement des projets sur la base de critères définis par le règlement du concours. Ensuite, consignation du classement dans un procès-verbal du jury signé éventuellement à noter d'observation. À la suite de ça, l'anonymat sera levé, avec possibilité pour les candidats de répondre aux questions qui auront été consignées dans le procès-verbal. Et ensuite, choix pour le pouvoir adjudicateur du lauréat. Et ensuite, passation du marché de maîtrise d'œuvre avec le lauréat du concours. Pour assister ce jury et le pouvoir adjudicateur tout le long de la procédure, une commission technique sera créée. Elle préparera en particulier les réunions du jury. Pour un concours, il y a une prime à verser à tous qui participent au concours, dont la fixation de la prime aux candidats admis à concourir, conformément à l'article R 2572-4 du Code de la commande publique. Les candidats qui remettront une esquisse percevront une indemnité dont le montant sera déterminé par le maire sur délégation de l'Assemblée. La rémunération du lauréat tiendra compte de la prime qu'il aura reçue pour sa participation au concours. Donc, parmi ses honoraires futurs, on enlèvera la prime qu'il a déjà touchée au départ. La prime des candidats dont les prestations remises seraient jugées incomplètes ou non conformes au programme selon les modalités indiquées au règlement de concours pourra être réduite. La fixation des indemnités des membres qualifiés du jury. À titre de leur participation, il pourrait être alloué aux membres qualifiés, c'est-à-dire les 3 personnes que je vous ai citées tout à l'heure, constituant le jury une indemnité de participation dont le montant sera librement négocié. On va viser le 0 là, par rapport à ça. Hein. Plus près du 0. Voilà. Le président du jury peut, par délégation de l'Assemblée délibérante, prendre les décisions relatives à l'organisation et déroulement du concours, à savoir la constitution de la commission technique et d'un secrétariat de concours, qui est chargé de préparer les travaux du jury pour l'examen des candidatures et l'évaluation des projets, la détermination des critères de sélection des candidatures et des esquisses, la fixation du nombre de candidats admis à poursuivre la phase esquisse, la sélection des candidats admis à présenter une esquisse au vu des procès-verbaux et de l'avis du jury, la fixation du montant de la prime attribuée aux candidats ayant remis une esquisse sur l'avis du jury, et la fixation du montant de l'indemnité attribuée aux membres qualifiés, on en a parlé tout à l'heure, que nous allons négocier. Monsieur le Président, Monsieur le maire négociera. Voilà. Si ces dispositions recueillent votre accord, donc je vous propose de lancer le concours restreint de marché de maîtrise d'œuvre en application des articles du Code de la commande publique et d'autoriser le président du jury à solliciter les organismes représentant les membres qualifiés afin de les désigner nommément, et d'autoriser Monsieur le maire à prendre toute décision relative à l'organisation et au déroulement du concours, la constitution de l'équipe, de la commission technique, du secrétariat, la détermination des critères de sélection, la fixation du nombre de candidats, la sélection des candidats, je l'ai dit tout à l'heure, et la fixation du montant de la prime et du montant des indemnités. Et d'autoriser M. le maire à pouvoir déclarer sans suite la procédure pour tout motif d'intérêt général. D'approuver le règlement intérieur de fonctionnement du jury. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal de l'exercice 2025. Alors ça ne répond pas tout à fait à la question de Christelle, qui était en termes de timing et de délai. Oui, en termes de timing, bon, le planning, on a une idée du planning qui va être réalisé. Aujourd'hui, on va préparer avec SCE qui nous assiste en tant que assistant de maîtrise d'ouvrage le programme du concours. Et ça va prendre quelques mois. Et donc, normalement, fin du premier trimestre, on pourra lancer le concours de façon que, pour lancer le concours de façon, disons qu'au mois de septembre, on ait tous les éléments pour pouvoir faire le choix. Le choix sera très vraisemblablement le 3e trimestre 2025. Voilà. Oui, parce qu'il y a quand même le concours, ça demande du travail. C'est pas simplement comme un appel d'offres de maîtrise d'œuvre sur lequel on fait appel à candidature, on donne les éléments de l'activité que l'on a et ce qu'on a fait. Tandis que là, il faut carrément faire un projet. Il faut une esquisse de projet. Donc c'est quand même relativement complexe, puisque c'est à partir de là que le bureau qui sera composé de 3, 4 ou 5 personnes qualifiées pour pouvoir travailler dans ce domaine-là. Voilà, donc c'est rendez-vous au fur et à mesure, mais pour un choix septembre-octobre, donc ça sera le choix du projet.
Oui. du projet. C'est-à-dire qu'on n'aura pas commencé à donner un coup de pelle ni rien du tout. Hein. Donc, parce qu'après, il faudra, en fonction du projet retenu, et qu'on discutera, qu'on validera, qu'on re-échangera en concertation, hein, parce que c'est le genre de projet sur lequel il faut concerter, et que nous concerterons. Après, il faudra lancer les appels d'offres. Donc, au plus tôt, je pense qu'on sera plutôt vers la fin 2026, début de 2027, que fin 2025. Oui, c'est sûr qu'il y a bien un an de travaux du bureau d'études. Dis-le dans le micro parce qu'on ne t'entend pas, Christelle. Je m'interrogeais sur le calendrier parce que comme il y a les prochaines municipales en 2026, ça veut dire que... voilà, c'était juste ça ma question. Voilà, non, mais le point, c'est qu'on pourra choisir un projet, avoir à nos successeurs, s'ils ont envie de poursuivre ce projet, mais je pense qu'on s'inscrit dans une continuité de l'action municipale, quelle que soit la majorité de l'action municipale, et c'est le jeu de la démocratie et de l'alternance et l'alternance. Si les équipes qui nous succéderont considèrent que ce n'est pas une priorité, que le projet ne leur va pas, ils pourront stopper le projet. Hein. Ça fait partie des éléments. Mais comme beaucoup de nos projets, où on lance des projets, il faut bien les lancer, se projeter, surtout quand on a des projets pluriannuels. Et là, sur le contournement, je parle pas du contournement, non, mais vraiment, c'est lapsus qui m'énerve beaucoup, puisque j'étais censé couper le ruban avant la fin de notre mandat. Hein. Sur le ruban, c'était le pari que j'avais avec l'ancien président du CD31. Donc, on lance beaucoup de choses, mais sur ces éléments-là, on est en train de parler, comme on l'a dit souvent, du revêt de 2035-2040. Donc, mais c'est pas parce que l'échéance est loin qu'il ne faut pas bouger et se donner les moyens de bouger le moment venu, nous ou d'autres. Oui, puis ce sont des procédures qui sont quand même très longues. Donc, je veux dire, si on arrête pendant un an ou un an et demi, en disant on verra les autres continueront, je veux dire, il y a la coupure aussi avec tout le travail qui a été fait, c'est quand même dommage. Mais on aura préparé les éléments. Et c'est notre devoir de préparer les éléments. On va voter. Alors, au vote. Oui, Thierry. Dis-le au micro, toujours. Non, on ne t'entend pas, il te faut l'allumer. Il te faut appuyer longtemps sur le bouton. Là, c'est bon. Non, juste une question pratique. Est-ce qu'on a une idée un peu de la prime qu'on pourrait attribuer à chaque projet? Parce que j'ai vu qu'il y avait un budget de 180 000 € attribué. Oui, c'est de l'ordre entre 30 et 50 000 par projet. C'est à peu près ça. Le maire que je suis voudrait être plutôt plus bas. Et puis certains me disent, non, là, vraiment, tu vas intéresser personne si tu ne donnes pas un certain niveau. Parce que comme l'a dit Michel, c'est beaucoup de travail qu'on demande aux candidats. Et je rappelle que donc on va donner 3 primes, entre guillemets, mais une de ces 3 primes sera déduite avec le gagnant du concours des honoraires, puisqu'il aura des honoraires pour continuer à se rémunérer. Charlotte, tu as levé la main, mais avec le micro aussi. Oui, c'était juste une remarque, comme tu as parlé de concertation. Effectivement, il me semble important que ça arrive le plus tôt possible dans le projet, puisque ça va être très structurant pour la ville et du coup pour les gens qui sont les usagers de la ville. Et que c'est très important que chaque Revellois ait sa place dans ce projet-là aussi. Oui, je rappelle quand même qu'on n'a pas fait zéro de concertation. Non, mais ça me donne l'occasion de redire, c'est-à-dire que ce projet-là, qu'on a démarré il y a déjà 2-3 ans, a fait l'objet de réunions publiques, d'échanges, de débats. Ce que je disais à la concertation, il faut continuer cette concertation. Mais on a présenté ça à plusieurs reprises à notre population. Et voilà, mais ça veut dire que la concertation n'est pas finie, mais on n'a pas fait zéro concertation sur ce projet-là. Juste pour le rappeler. D'autres questions? Non. Pardon. Cette fois, on passe au vote alors. Oui. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Donc, vous êtes tous pour alors. Eh bien oui. Merci. Enfin, tant qu'on n'a pas vu le projet, on est tous pour. Ok, quelque chose d'important. C'est Annie qui va nous parler de rénovation. Attribution et autorisation de signature du marché de maîtrise d'œuvre, réaménagement et rénovation énergétique de l'école maternelle Roger Sudre.
Par délibération du 20 juin 2024, le Conseil municipal a approuvé le programme de réaménagement et de rénovation énergétique de l'école maternelle Roger Sudre, ainsi que la convention de mandat passée avec l'Agence régionale d'aménagement et de construction, l'ARAC Occitanie. Le coût prévisionnel de cette opération s'élève à 2 593 407 € TTC. Pour mener à bien cette opération, l'ARAC Occitanie a transmis à la commune un calendrier prévisionnel dont la première étape consiste à choisir un maître d'œuvre sur la base d'une procédure avec négociation conformément aux articles L 2124-3, R.2124-3, R.2161-12, à R.2161-20, R.2131-16, à R.2131-17, R.2172-1 et R.2171-2 du Code de la commande publique. À la suite de l'avis d'appel public à la concurrence en date du 23 juillet 2024, 21 candidatures ont été reçues et analysées. À l'issue de cette analyse, 3 groupements ont été retenus pour participer à la seconde phase de la procédure. Lors de la commission d'appel d'offres qui s'est tenue en date du 2 décembre 2024, la commune et les représentants de l'ARAC Occitanie ont examiné les offres reçues sur la base des critères de choix définis dans le règlement de la consultation, à savoir la valeur technique de l'offre avec notamment la note organisationnelle et méthodologique, 50%, le forfait de rémunération 40%, la cohérence de la répartition financière des honoraires entre co-traitants et par phase 10%. Au vu du rapport d'analyse des offres, la commission d'appel d'offres propose d'attribuer le marché aux candidats ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, à savoir le groupe SCP d'architecture d'Argassi, mandataire, Novatec, Scoparl, CERS, Sigma Acoustique situé à Toulouse. Les études de maîtrise d'œuvre se réaliseront pendant l'année 2025. Le début des travaux est prévu dans le courant du deuxième trimestre 2026, avec une livraison à la rentrée scolaire 2027-2028. Je vous propose donc d'attribuer le marché de maîtrise d'œuvre au groupement dont la mandataire est de la SCP d'architecture d'Argassi pour un montant de 168 037,60 € hors taxe, d'autoriser monsieur le maire à signer les pièces du marché et tout document nécessaire à l'exécution du marché. Des questions ? Des questions là-dessus. Vous voyez que c'est des temps longs par rapport à nos projets, hein, parce que ça fait déjà au moins un an qu'on en parle. Ouais. On en est juste à ce choix-là et pour une fin de 2027-2028. Tout à fait, oui. Donc, mais c'est quand même un des éléments importants et forts de notre mandat et de nos investissements sur la fin de notre mandat, ces travaux de rénovation de la maternelle de Roger Sudre. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Merci. Michel, dispositif restauration façade. Oui, modification du dispositif d'aide à la restauration des façades. Par délibération du 7 février 2020, la commune a mis en place un dispositif d'aide pour la restauration des façades en partenariat avec la région Occitanie. Après 4 années de mise en œuvre et 120 000 € d'aide publique allouée pour 21 façades rénovées, cette collaboration qui permet le financement de travaux de restauration des façades visibles du domaine public arrive à un terme le 31 décembre 2024. Afin de poursuivre cette aide aux propriétaires privés qui participent à la mise en œuvre du patrimoine architectural bâti, la commune envisage de maintenir sa participation financière, même si la région n'a pas souhaité poursuivre son accompagnement dans ce domaine-là.
L'aide, c'était 50% commune et 50% région, jusqu'à présent. En 2025, 2 types d'aides non cumulables pourront être sollicités auprès de la commune. Rénove ta façade, à destination des propriétaires pour la restauration des façades visibles du domaine public le long des boulevards et intramuros. La subvention communale s'établirait à 10% à 30% du montant total des travaux hors taxes, en tenant compte de la typologie de l'immeuble, avec un montant maximum d'aide de 4 000 €. Et cette typologie, elle a été fixée dans le cadre du SPR, en fonction du classement des immeubles, s'ils sont remarquables, s'ils sont d'intérêt patrimonial ou s'ils sont sans intérêt. La deuxième subvention, c'est Rénove tes volets, pour la rénovation des volets et l'encadrement en bois, ainsi que les portes d'entrée en bois sur le périmètre correspondant à la zone 1 du site patrimonial remarquable. Le nouveau règlement a été élaboré, précise notamment les conditions d'éligibilité des dossiers et d'octroi à la subvention. Donc je vous propose d'approuver la modification d'aide à la restauration des façades, Rénove ta façade, et d'aide à la rénovation des volets, encadrement en bois, ainsi que des portes d'entrée en bois, Rénove tes volets. D'approuver les périmètres respectifs et d'approuver le nouveau règlement qui fixe les conditions d'attribution des aides. Le nouveau règlement, il était joint au dossier. Si vous avez tous lu, je pense, j'en suis sûr même. Si vous avez des questions particulières là-dessus, je peux y répondre. Juste en termes de précision, c'est-à-dire nous, on ne va pas augmenter notre enveloppe, on va garder la même enveloppe, mais ça veut dire que il y aura moins d'intérêt et moins d'éléments. Mais on a discuté fort avec la région. Malheureusement, elle ne souhaite pas continuer. Oui, j'aimerais savoir, Marielle, pourquoi la région ne veut pas intervenir. Est-ce que je peux prendre mon joker? Comment? Est-ce que je peux prendre mon joker? Il y a des choses que... Non, mais de façon générale, on sait dans le contexte actuel qu'il va falloir être capable de porter les projets nous-mêmes par rapport à ça. Parce que c'est sûr que ça va limiter certains de nos projets, parce qu'en termes de financement, bon, vous avez suivi l'actualité du conseil départemental cette semaine. La région, c'est sur la même veine. L'État... Je ne sais même plus s'il faut en parler. Donc voilà, donc ça veut dire que nous, dans l'appréhension de nos projets, il faudra partir. Les fonds européens, je les oubliais ceux-là parce qu'il n'y en a plus. Donc il faudra avoir en tête que soit on est capable de mener nos projets avec nos capacités d'autofinancement et d'endettement à des niveaux raisonnables, mais ça va être un véritable frein à l'évolution de nos projets. Je vous renvoie à la motion qu'on a votée le dernier conseil, où on disait on s'affole un petit peu ce qui va être là. Et là, c'est une illustration assez criarde là-dessus. Mais néanmoins, nous pensons qu'il faut vraiment continuer. Enfin, il y a eu des belles réalisations de fait grâce à ça. Hein. J'ai en tête la rue Victor Hugo, qui a vraiment, en termes d'aspect, changé du tout grâce à ce projet-là. Et je pense qu'il faut vraiment continuer à notre échelle et à notre mesure d'encourager les propriétaires qui veulent réhabiliter leur façade et ou leur volet. La nuit, c'est que les rénovations d'un site patrimonial, on pouvait avoir jusqu'à 8 000 € de subvention, même s'il y avait 50 000 € de travaux, tandis que maintenant, il n'y en aura que 4 000. Ça, c'est sûr que ça risque de freiner aussi l'engouement qu'il y avait là-dessus. Mais fait, ça sera quand même 4 000 €. Voilà. Je crois qu'on n'a pas voté. Non, on n'a pas voté. On n'a pas voté, donc alors qui est pour? Qui s'abstient? Merci. Personne n'est contre, merci. Alors, convention de servitude au profit d'Enedis. C'est toujours toi, Michel. Je continue donc. Ça concerne la station d'épuration des eaux usées, 425 route de Belloc. Je vous rappelle que depuis le 1er janvier 2019, la commune a transféré la compétence des eaux usées à Réseau 31. Ce transfert entraînant également le transfert des biens et contrats nécessaires à l'exercice de cette compétence, la concession passée pour l'exécution de ce service avec Suez est également gérée par Réseau 31. Ce contrat prévoyait la réalisation de travaux concessifs, à savoir le doublement de la capacité de la station de Vore. Les travaux qui ont débuté au mois d'avril 2024 nécessitent la passation d'une servitude avec Enedis pour l'alimentation électrique de ce nouvel équipement. Il s'agit de procéder à l'installation de canalisations souterraines et leurs accessoires, 425 route de Belloc, sur une longueur de 17 mètres et 3 mètres de large.
Selon la jurisprudence, l'acte à venir étant un acte de disposition, il appartient à la commune et non à Réseau 31 de conclure cette convention avec Enedis. Les terrains concernés sont d'une part la parcelle cadastrée ZV4 et d'autre part une partie du domaine public. Le projet de convention de servitude mentionne les droits et les obligations de chacun. Cette occupation est consentie à titre exclusif et sans indemnité. Je vous propose d'approuver la convention de servitude entre la commune et Enedis relative à l'installation de ces canalisations et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention. L'ensemble des frais seront pris à charge par Enedis. Bon, pas de l'opposition. Pas d'opposition. Bon, tout le monde est d'accord. Voilà. Merci. Sachant que sur ce projet d'extension de notre STEP, il y a prévu donc pour fin 2025, c'est ça, fin 2025, mi-fin 2025. Il y a deux sujets qu'on suit particulièrement, qui ne sont pas portés par nous directement. C'est le fait d'être plus autonome en termes de consommation énergétique avec des panneaux sur les bâtiments ou en bordure des bassins, ce qui n'est pas impactant pour le paysage. Et un deuxième élément que j'ai particulièrement en ligne, qui est la possibilité de réutilisation de l'eau, ce qu'on appelle la réhute, qu'on ne lâche pas pour permettre d'avoir des usages dans le cadre des décrets qui étaient parus. On a beaucoup d'eau en ce moment, n'oublions pas, il y a 2 ans, on était sur un mode totalement différent qui peut et qui très certainement reviendra tôt ou tard. Donc cette réutilisation est quelque chose d'important sur ce projet-là, à ne pas oublier. Toujours toi, Michel. Je continue. Rétrocession à la commune et classement dans le domaine public du lotissement domaine de Cocagne. La commune a été sollicitée par l'association syndicale libre du domaine de Cocagne pour la rétrocession et le transfert dans le domaine public des voiries et réseaux divers VRD du lotissement dont l'accès s'effectue par le chemin vert, la boucle des Coquelicots et la boucle de la Petite Ponce. Cette demande porte sur les parcelles cadastrées ZV 630, 31, 32, 35 et 650 pour les nous, espaces verts et transformateurs électriques, plus les parcelles cadastrées section ZV 636 et 652 pour la voirie. L'ensemble de la rue des Tournesols, rue des Bleuets et boucle des Coquelicots, ce sont les nouvelles voies que vous avez nommées, possèdent les caractéristiques techniques nécessaires pour être intégrées au domaine public communal. Il s'agit de la voie, de ses accotements, du réseau pluvial et de l'éclairage public. Le réseau d'eau potable et des eaux usées sera pris en charge par le réseau 31. Le classement de ces rues, déjà ouvertes à la circulation publique, ne porta pas atteinte aux fonctions de desserte et de circulation qu'elles assurent et dispensées d'enquête publique en application de l'article L141.3 du Code de la voirie routière. Le linéaire de voirie intégrée au domaine public communal représente 886 mètres. La contenance des parcelles supportant la voirie et les réseaux divers est de 9040 mètres carrés, celle des espaces verts de 2840 mètres carrés, nous et emprise de transformateurs électriques compris. Je vous propose donc de classer dans le domaine public communal la rue des Tournesols, rue des Bleuets et boucle des Coquelicots, conformément au plan annexé à la présente délibération, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer l'arrêté, l'acte notarié à intervenir et tout document en relation avec cette opération. Les frais inhérents à cette transaction seront pris en charge par l'association syndicale libre. Bon, ce lotissement, aujourd'hui, il est totalement construit. Enfin, il ne reste que l'eau à construire, disons la totalité. Donc il n'y aura pas des dégradations liées aux futures constructions, ce qui est quand même important. Et je dirais qu'on a fait le nécessaire pour que ce lotissement soit réintégré en ayant intégré toutes nos demandes par rapport à la voirie, à l'éclairage, au réseau, etc. Aux espaces verts et tout. S'il n'y a pas de délai, il n'y a pas d'obligation de la part de la collectivité de le prendre, ça c'est sûr. Donc, et après, c'est l'association syndicale libre ou le lotisseur qui fait la demande à la collectivité, et la collectivité, en fonction de l'état, de tout un tas de choses, peut dire oui ou peut dire non. Bon, la règle à Ravel, c'est qu'en général, quand ils sont bien conformes et qu'ils ne sont pas clôturés aussi, quelqu'un qui fait un programme où tout est fermé, on ne le prend pas dans le domaine public. Ou si c'est des travaux qui ne sont pas conformes, à notre règlement de voirie et à tous les éléments on n'est pas obligé de le prendre. Il n'y a pas d'obligation légale de dire on le prend au bout d'un an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Ouais. Mais il ne faut pas oublier que ces gens-là payent des impôts normalement aussi, et donc ça fait partie. Et quand on est dans la continuité des éléments, il n'y a pas de raison de ne pas les intégrer dans le domaine public. C'est ça. L'essentiel, c'est que tout soit fait conformément, et vous savez que là, ça a été
ça a été très suivi et très analysé, tout ce qui a été fait. Donc, il y a pas de... On a travaillé longtemps. Enfin, vous avez travaillé longtemps. On a mis un certain temps. Voilà, donc pour s'assurer que tout aille bien avant de l'intégrer dans le domaine public. Bon. D'autres questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Merci. Alors, c'est Alain sur la dérogation. Oui, je vais essayer d'aller vite. C'est une délibération que nous avons tous les ans. Il s'agit de fixer les jours de dérogation au repos dominical pour les commerces de détail. On suivra cette année, enfin on vous propose de suivre cette année, comme les années précédentes, les recommandations du Conseil départemental du commerce, qui nous propose de fixer 7 jours dans l'année, 7 dimanches, donc les premiers dimanches des soldes d'hiver et d'été, ainsi que les 7 derniers dimanches de l'année 2025. Comme c'est plus que 5 jours, puisque c'est 7 jours, on a reçu l'accord conforme de la communauté de communes avant-hier, donc c'est pas vieux, le 10 décembre. Voilà, donc je vous propose, si vous en êtes d'accord, d'acter ces 7 jours de repos dominical pour les commerces de détail. Et je précise, parce que j'ai souvent la question, qu'il s'agit des emplois salariés, hein, et que celui qui est dans son commerce et qui n'est pas salarié peut ouvrir son commerce tous les dimanches s'il le souhaite. Exactement. Des questions? Alors, qui est pour? Merci. Abstention? Vote contre? Non, merci. Merci. Donc, le point suivant, je vais le traiter, c'est la convention cadre avec l'intercommunalité pour rendre des prestations de services. Vous savez que l'interco n'a pas de service technique en particulier, et donc on se donne la possibilité avec cette convention qu'on a votée en conseil communautaire mardi dernier de pouvoir faire des prestations et les refacturer bien évidemment à l'interco. Donc vous aviez dans le dossier le projet de convention avec les coûts horaires qui sont calculés par nos services finances en fonction des catégories de personnel. Donc si vous n'avez pas de questions, vous m'épargnerez de vous lire la totalité de la convention. Donc, est-ce que vous avez des questions sur cette convention ou pas? Oui, vas-y, parle toujours. En montant, c'est combien? Une vingtaine de mille, à peu près? Oui, il n'y a même pas 20 000 euros, si c'est ça ta question. Oui, combien de temps ça représentait à peu près de l'argent, tu as le prix, donc je vais te donner la valeur, comme ça tu trouveras le nombre d'heures sur la catégorie. Donc c'est à peu près une vingtaine de mille d'euros par an, même pas. Donc ça doit être une centaine d'heures ou 150 d'heures, ça dépend. Mais en fait, c'est surtout quand il y a des urgences que l'interco ne peut pas sous-traiter à des prestataires extérieurs là-dessus qui demandent le support des services techniques de la ville de Revel, mais comme ils le demandent aussi de celle de Vaudreuil ou celle de Sorèze ou de Saint-Félix, puisque c'est les 4 communes qui signent la même convention. Et Blanc aussi, j'ai oublié Blanc, donc voilà, c'est pour des questions de facilité, de ne pas être bloqué quand on a une urgence à régler. Donc l'objet, il est là. Donc qui est pour? Qui s'abstient? Merci. Et enfin, dernier point à l'ordre du jour, c'est les informations que je vous dois au titre des articles L2122 et 2122-23. Alors, qu'ai-je fait depuis le dernier conseil? On a réalisé l'emprunt, on l'avait évoqué, l'emprunt de 3 millions d'euros, donc on l'a signé pour une durée de 15 ans avec un taux d'intérêt fixe de 3,27%. L'ensemble des membres de la commission finance qui siégeaient avaient fait cette recommandation de partir sur des taux fixes compte tenu de l'incertitude de la situation actuelle, donc on a voulu bloquer ces taux-là. Alors 3 millions, on avait mis dans le budget, si vous avez en tête, 5,4 millions d'emprunts au titre de l'année 2024. On a réalisé 1,4 million en fin d'année dernière, qui est arrivé en début d'année, qui est avec la Banque des Territoires, qui est l'Intracting, qu'on a contractualisé à 2%. Fixe là aussi, et au lieu d'emprunter 4 millions de plus, on peut n'emprunter que 3 millions d'euros. Bon, notre endettement reste
toujours correct et là-dessus, puisque le montant global de notre endettement est de l'ordre de 10 millions d'euros, ce qui représente à peu près 5 fois l'épargne brute. Et on sait que le ratio où on commence à se poser des questions est au niveau de 10 et pas de 5. Donc il faut garder la maîtrise de ces emprunts-là, mais on a devant nous quand même quelques capacités d'endettement, ce qui nous sera utile si on veut arriver au bout de certains projets en étant raisonnable. Autre élément, ça faisait 2 ans qu'on essayait de régulariser le transfert de l'emprunt lié à la voirie avec l'Interco, et on n'arrivait pas à signer avec la Banque Populaire, qui depuis 2 ans, de façon un peu inexplicable, n'arrivait pas à recaler ce transfert de l'Interco à la communauté de communes au moment où on a récupéré la compétence voirie. Donc enfin on y est arrivé, j'ai pu signer le contrat qui n'est pas un nouvel endettement qu'on avait dans nos comptes, mais qu'on n'arrivait pas à régulariser de façon juridique. On a eu une modification de la régie d'avance du service jeunesse et la modification de la régie de recettes du service jeunesse. Les régies ont été scindées en 2 régies distinctes pour traiter des sujets différents. J'ai signé des avenants de marché public selon une procédure adaptée. Le premier sur les services de télécom et de téléphonie fixe avec Alsatis sur Toulouse, avec 100 montants minimum et un montant maximum de 120 000 euros, mais on ne va pas utiliser le montant maximum, je vous rassure. On a signé une fourniture, un contrat de fourniture de services toujours pour la téléphonie mobile et l'usage des voix et données avec SFR pour un montant maximum de 30 000 euros, sans montant minimum, et avec la société Sharp pour le renouvellement de notre parc de photocopieurs avec un montant là aussi maximum de 150 000 euros, mais sans montant minimum. Et on a attribué des concessions funéraires et comme d'habitude vous me permettrez de ne pas citer les noms des personnes bénéficiaires de ces éléments-là. J'en ai fini. Je sens que monsieur le sénateur veut intervenir. Oui, je voudrais vous demander si vous seriez d'accord pour qu'on demande véritablement à nos services, compte tenu des investissements importants qui ont été faits pendant l'année 2020-2026, de nous dire quels sont les manques de subventions qui sont venus du conseil départemental ou de la région. On ne peut pas continuer à être dans une commune qui assure son développement et en même temps de bénéficier de moins en moins de subventions de la région comme du département. Il y a une inégalité de traitement qui est en cause et je pense, en tout cas, je suis prêt à monter au créneau pour aller discuter avec la présidente du conseil départemental, le président du département et la présidente du conseil régional. On ne peut pas continuer comme ça. C'est scandaleux. D'après ce que j'ai pu avoir comme résultat, la région nous aurait donné sur les 6 ans, 4 ans, quand on voit sur les investissements que vous allez faire, il n'y en aura pas. Bon, on était à 460 000 euros, quelque chose comme ça. 500 000, d'accord. 500 000 euros de la région sur 6 ans, c'est inacceptable pour des communes comme la nôtre. Voilà ce que je peux dire. Donc, je vous demande, avec les services, de me faire passer le plus vite possible les documents avec les aides que l'on a obtenues ou pas obtenues du département et de la région. Voilà. Quand je vois ce qui se passe dans d'autres communes du département, quelles que soient les sensibilités politiques, je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à avoir des subventions. Il y a quelque chose qui me manque. Vous l'aurez, je l'ai sur mon bureau, sur mon ordi, vous l'aurez dès lundi matin, puisque je ne suis pas à mairie demain. Voilà. Et je dois dire que le département nous a octroyé 2,2 millions pendant la même période pour faire le parallèle entre les 500 000 euros et les éléments-là. Et le plus gros pourvoyeur est en fait l'État en termes de subventions et sur lequel, là, on a été correctement et bien servi par rapport à ça, que ce soit en DETR ou en fonds vert sur cette même période. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention, des demandes des
éléments. Ben, si ce n'est pas le cas, ben, je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Je pense qu'on aura l'occasion de se revoir d'ici là. Donc, voilà. Et donc, merci à vous pour cette année qui a été riche en dossiers. Et à très bientôt. Merci.